Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. L'ensemble de la cachette arrive finalement au musée de Boulac. Il faut ensuite près de 4 ans pour inventorier, vous imaginez ça, 4 ans pour inventorier tout ce qui a été sorti de l'hypogée. Il faut agrandir le musée de plusieurs salles supplémentaires et commander 12 nouvelles vitrines pour exposer les momies et le mobilier funéraire. Les plus beaux objets sont entreposés dans de grandes armoires. 10 ans plus tard, Mohamed Abdel Rassoul découvre une deuxième cachette. Un amas de pierres, de briques, de sable et d'argile dissimule un dallage, fermant l'accès à un puits long de 11 mètres de profondeur. Il s'introduit à l'intérieur d'une galerie où un homme peut se tenir debout, longue de 93 mètres. Elle rejoint un autre couloir plus court qui débouche sur une grande salle où s'entasse un véritable bric-à-brac de caisses, de vases canopes, de cercueils, de fleurs et de fruits séchés, et où gisent 153 momies dans leurs sarcophages entassés les uns sur les autres. Les cercueils, empilés sur 2 rangs le long des parois, renferment les dépouilles des ministres du culte d'Amon à partir de la 22e dynastie, les prêtres, les prêtresses, les chanteuses et les membres de leur famille. Plusieurs mois sont nécessaires pour vider entièrement la cachette. Le gouvernement égyptien se retrouve bientôt submergé par cette profusion de cadavres et décide d'en expédier une centaine dans les musées aux 4 coins du monde. Les directeurs du service des Antiquités se suivent, parmi lesquels Grébeau et Victor Loret, en poste depuis 1998. Il reprend les recherches dans la vallée des Rois et se focalise sur un site jusque-là négligé, mis sur la piste par des pilleurs. Il découvre l'entrée d'un hypogée, descend plusieurs volets de marche, franchit des couloirs et des chambres et débouche finalement dans une grande chambre où trône un somptueux sarcophage de quartzite rouge au milieu d'objets brisés. À l'intérieur, il découvre un cercueil en bois où repose intacte la momie d'Aménophis Ier, ornée de guirlandes de fleurs, et un petit bouquet de mimosas déposé sur la poitrine du souverain. La chambre est flanquée de 4 salles plus petites. Dans la première à droite, Loret découvre, à même le sol, les corps d'un homme, d'une femme et d'un enfant dépouillés de leurs bandelettes. La deuxième, dont la porte murée a été attaquée par les pioches des pilleurs, renferme 9 cercueils de bois, dont 4 ont perdu leur couvercle. Si 2 des momies sont anonymes, Loret s'aperçoit que les 7 autres sont celles des pharaons qui manquaient à l'appel dans la première cachette. Toutmosis IV, Aménophis III, Minepta, Sipta, Snetak, Ramsès IV et Ramsès V de la 20e dynastie. La collection des rois est en train de s'étoffer. Maspero établit le premier catalogue du musée de Boulac. Ses ouvrages remarquables, l'archéologie égyptienne et l'histoire ancienne des peuples d'Orient, lui ouvrent les portes de l'Académie française. En 1883, il entreprend de désensabler le Sphinx de Gizeh et le grand temple de Luxor, un ouvrage colossal qui ne sera achevé que bien plus tard, au début du XXIe siècle. Quant à Mohamed, il devient rapidement le collaborateur indispensable des archéologues et reçoit une énorme somme d'argent en récompense de ses services. Il finit même par être promu, figurez-vous, chef des gardiens de la nécropole thébaine, ce qui est quand même pas mal pour un ancien pilleur de tombes. En conclusion, la découverte de la cachette de Deir el-Bahari est une histoire digne d'un véritable roman policier, vous l'avez compris. Quand Maspero succède à Mariette à la tête du service des Antiquités, il est bien loin de se douter que peu de temps après aura lieu l'un des plus grands moments de l'égyptologie, la découverte des momies royales de la 18e dynastie. Surnommée la première trouvaille de Deir el-Bahari, elle surpasse en importance historique la découverte tout simplement de la tombe de Toutankhamon. Alors qu'on pensait que toutes les tombes royales avaient été vidées de leur contenu depuis longtemps par les voleurs, la découverte de la cachette de Deir el-Bahari vient bouleverser les certitudes et mettre en émoi toute la communauté des scientifiques. Personne ne s'attendait donc à tomber sur un tombeau oublié depuis 3000 ans, creusé à l'écart des tombes royales de la vallée des rois. Inachevé, il est sombre, grossièrement taillé, mais c'est cette cavité informe et misérable qui a eu l'extrême honneur de recevoir dans ses entrailles les dépouilles des plus illustres souverains qui ont régné sur l'Égypte. Ces momies, qu'on pensait perdues à jamais, volées ou détruites par les pilleurs, étaient tout simplement là, rassemblées dans une seule sépulture, triomphant des actes malfaisants des vivants.
On n'a pas de peine à imaginer l'émotion d'Émile Brugsch quand il rencontre à 11 mètres sous terre Ahmosis Ier, le libérateur, Toutmosis III, le conquérant, le redoutable Séti Ier, Ramsès II le Grand, Ramsès III, le dernier grand pharaon d'Égypte. Grâce à la courageuse initiative des prêtres, ces pharaons ont donc pu échapper à la destruction et poursuivre, malgré les soubresauts de l'histoire, leur sommeil éternel et parvenir jusqu'à nous. Si l'envie vous prend de vous promener dans les rues du Caire un jour, n'hésitez pas à aller les saluer. Elles vous attendent dans le tout nouveau musée municipal de l'histoire égyptienne. Une rencontre évidemment inoubliable, comparable à celle vécue peut-être il y a plus de 200 ans par notre ami Émile Brugsch. Pour la bibliographie, vous avez 4 ouvrages importants de Céram, Des dieux des tombeaux des savants, Paris, édition librairie académique, chez Perrin, ça date de 75. d'Ange-Pierre Léca, Les momies, Genève, 1977. Anne-Sophie Pérez, Les momies et leurs fascinants secrets. Et de Jean Vercouter, À la recherche de l'Égypte oubliée, aux éditions Gallimard, 1986. À la semaine prochaine.